c'est Lévinas qui écrit cela dans ses carnets de captivité. Il écrit, je cite, « Les draperies qui tombent dans ma scène d'Alençon concernent aussi les choses. Les choses se décomposent, perdent leur sens. Les forêts deviennent des arbres. Tout ce que signifiait forêt dans la littérature française disparaît. Décomposition ultérieure des éléments, des bouts de bois qui restent après le départ du cirque ou sur la scène. Mais je ne veux pas parler simplement de la fin des illusions, mais plutôt de la fin du sens. La fin du sens. Forme concrète de cette situation, les maisons vides et le séjour dans ces maisons. Fromage et champagne à 5 heures du matin. » Un peu plus loin, il écrit « Le pillage des vitrines. Les gens qui emportent ce qui n'a aucun sens. Un paquet de papier à lettres. Ce n'est pas la situation du renversement des valeurs que je veux décrire, du changement d'autorité, mais de la nudité humaine, de l'absence d'autorité. » Alors, il décrit le moment de la débâcle. Il décrit qu'est-ce qui se passe quand d'un coup les troupes se débandent, quand d'un coup, peu après, les civils prennent la fuite. Il décrit, c'est une expérience personnelle, mais cette expérience personnelle, elle va valoir de manière plus radicale comme dimension de l'existence humaine mise au jour par une opération philosophique. Qu'est-ce qu'il décrit ? Eh bien, au fond, je pense que cette débâcle, comme expérience de l'effondrement, c'est finalement sans doute l'opérateur philosophique par excellence pour Lévinas. Je pense que la débâcle a valeur de ce que dans une certaine technique philosophique, celle de la phénoménologie, mais peu importe, et on peut le dire très simplement, ce que les phénoménologues appellent l'époqué, c'est un terme grec pour dire la suspension du jugement, cesser d'adhérer, de croire, de tenir pour existant. Voilà, je vous parle, je tiens que vous existez, que vous êtes là. Bon. Alors, je suspends ce jugement, je suspends cette croyance, cette adhésion. Chez les phénoménologues, pourquoi c'est une méthode? Pourquoi faire ça? Pour décrire la manière dont les choses apparaissent. C'est ça la méthode. Pour décrire, il faut cesser d'être fasciné par le spectacle pour pouvoir décrire comment ça apparaît, pour pouvoir décrire la mise en scène, si vous voulez. Bon, eh bien, voilà ce que veut faire la philosophie phénoménologique. Eh bien, Lévinas, qui est formé dans la phénoménologie, pour lui, la débâcle a valeur de suspension. On peut plus y croire. Enfin, c'est un monde suspendu. On ne peut plus y adhérer. On ne peut plus y croire. Bon. Mais le fait est que chez les phénoménologues, je m'explique de manière un petit peu, à gros traits, mais je ne pense pas de manière fausse. Chez les phénoménologues, suspendre l'adhésion, la croyance en ce qui existe, ça permet de découvrir sous ce qui apparaît quelque chose de consistant, qui est le comment de son apparition. En particulier, ça renvoie, si je peux vous voir, c'est que je suis une conscience. La conscience, elle est indubitable. Ça renvoie vers la conscience que je suis. Bon. Donc la phénoménologie, elle défait l'apparence, mais pour trouver ce qui fonde l'apparence. Et les philosophes, en général, ça leur vient depuis l'origine, depuis Platon. Derrière les apparences, ils trouvent l'être. Ou alors, ils trouvent un fondement. On recherche quelque chose de stable et de fondateur. Or là, qu'est-ce qui se passe avec la débâcle? Tout s'effondre. Absolument tout s'effondre et on ne peut plus adhérer à rien. Bon. Eh bien, cet effondrement, il concerne quoi? Il concerne le monde de la culture. Au moment de la débâcle, les théâtres, les discussions courtoises autour des livres, tout ça, ça s'effondre. Il concerne quoi? Il concerne les institutions. Au moment de la débâcle, le poste de police, il est fermé. Le tribunal ne fonctionne plus. La structure de l'autorité juridique et politique s'effondre. La culture s'effondre, la structure de l'autorité politique et juridique s'effondre. Et si on en croit la petite vignette que je vous ai lue, le monde même de la perception s'effondre. Je ne sais pas si vous vous souvenez,
décomposition des éléments. Les choses se décomposent. Les forêts deviennent des arbres. Je n'arrive même plus à voir une forêt. Une forêt, ça a un sens. Je ne vois plus que des éléments disjoints. Bon. Tout s'effondre. Et je dirais qu'avec le monde des avocats et des juges, avec le monde des gens de littérature et de théâtre, avec le monde même de la perception, le monde des philosophes s'effondre. C'est-à-dire la croyance que le monde fait monde, c'est-à-dire qu'il est rassemblé de manière cohérente, qu'il y a une rationalité. Ce que cherche la philosophie, c'est trouver la rationalité sous-jacente, la raison des choses. Tout ça s'effondre. Et l'épreuve de la débâcle, qui est biographiquement vécue comme telle, elle révèle quoi? Elle révèle que quand on déchire une fine pellicule, quand on déchire l'apparence, on ne trouve pas ce qui est dessous. On trouve quoi? On trouve que ce que Lévinas, dans son langage technique, appelle l'ilia. Ilia. On ne peut même pas dire il y a ceci et cela. L'ilia. Ce qui reste, c'est juste un bruissement d'existence, d'exister, absolument indéterminé, absolument insensé. Ce qui caractérise ce que Lévinas appelle l'ilia, eh bien, c'est que l'être est révélé, si vous voulez, de la manière suivante. Ce qui est tel que cela est absolument dénué de toute entité consistante. Nous sommes des individus, nous croyons chacun consister dans notre individualité, nous croyons qu'il y a des choses avec des contours clairement délimités et stables. Sous débâcle, il n'y a plus rien, ni moi, ni toi, ni chose. Il y a une espèce d'indétermination informe. Et pour ce qui concerne les êtres humains, ils apparaissent à Lévinas de manière extrêmement paradoxale. Les êtres humains, à la fois, pèsent trop et ne pèsent rien. Il y a une métaphore qui revient sans cesse dans ces descriptions. Dans la débâcle, eh bien, les gens s'encombrent de bagages et s'encombrent de n'importe quoi. Vous voyez, c'était redit au début, les gens prennent n'importe quoi et s'en vont. Cette métaphore, qui est d'abord une réalité, les gens qui partent sur les routes en s'encombrant de lourds bagages, eh bien, elle désigne cette idée cette idée que on est trop lourd, on n'arrive plus à être dans une existence dynamique, on est piégé, embourbé dans l'existence, c'est une existence qui s'embourbe en elle-même, qui est trop lourde et qui n'a plus aucun dynamisme. Donc, à la fois, les gens sur les routes dans la débâcle, ils sont trop lourds, encombrés de leurs bagages, et cet encombrement par des bagages, c'est vraiment la métaphore de l'existence humaine quand, sous débâcle, on en regarde la réalité, on est ça, des êtres dérisoires, embourbés dans l'existence, sans aucun dynamisme d'existence qui va quelque part. Et du même mouvement, on ne pèse rien. Ce sont des fantômes. Les routes sont peuplées de fantômes. Parce que cette existence-là, effectivement, elle n'arrive pas à avoir une consistance propre. Je n'arrive pas à avoir la consistance propre d'être moi-même dans une tension qui ferait que je suis moi-même. Et enfin, donc c'est une indétermination. C'est à la fois le trop lourd de ces choses qui tombent en morceaux et l'indétermination d'existence qui n'arrivent pas vraiment à exister, qui sont dénuées de tout dynamisme d'existence. C'est l'ilia, et qui est décrit par Lévinas comme le monde des fantômes ou des spectres. Et ce monde des fantômes et des spectres, il n'est pas seulement le monde qui n'arrive pas à avoir une consistance, il est aussi le monde qui est, en rigueur de terme, dénué de sens, insensé. Cette existence indéterminée, les fuyards prennent la fuite sur les routes, ils fuient, embourbés, et en même temps ils sont embourbés dans l'existence. Où vont-ils? Quelle orientation pour la vie?
qu'est-ce qui donne un orient, hein, qu'est-ce qui donne une direction, qu'est-ce qui donne une signification à nos vies? Le monde de l'Ilia, il est à la fois indéterminé, on n'arrive pas à y exister vraiment, et du même mouvement, il est un monde dénué de signification, de toute signification. Eh bien, ce que la débâcle fait voir, hein, parce qu'elle fait voir, elle a une valeur d'éclairage et de vérité, elle fait voir quelque chose. Elle fait voir que ce en quoi nous croyons, ce que nous tenons pour existant dans, disons, la vie normale, hein, la vie dans son cours normal, c'est une vie où même le spectacle de ma perception, il est assez stable. Hein, je vois des forêts, et puis je suis dans un bain culturel où j'échange des significations culturelles. Il y a des événements comme celui d'aujourd'hui, c'est très très bien. Et puis je peux quand même à peu près compter sur des tribunaux et sur une police qui fonctionne. Eh bien, sous débâcle, non seulement ça s'effondre, mais on s'aperçoit qu'il n'y a rien dessous. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le réel ou l'être, vu dans sa crudité et sa nudité, c'est absurde, insensé et fantomatique. Et ça existe à peine. Donc vous allez me dire, bon, c'est pas très, très, très drôle comme révélation. Alors, je vous l'indique juste au passage, parce que bon, je ne sais pas jusqu'à quel point. Bon, je vous l'indique juste au passage comme ça, mais c'est peut-être pas nécessaire d'y insister. Je vous lis une phrase de Lévinas. Lévinas a pu écrire: le moi qui existe est encombré de tous ces existants qu'il domine. Être encombré. Exister, c'est être encombré. La métaphore, c'est ces gens sur les routes avec leurs bagages dérisoires dont ils ne savent pas quoi faire. Bon. Le moi qui existe est encombré de tous ces existants qu'il domine. Et il écrit: l'encombrement de l'existence était pour moi la forme que prenait le fameux souci heideggerien. C'est-à-dire que, pour un débat un peu plus technique, pour ceux qui connaissent ou qui ont lu ou qui ont entendu parler de Heidegger, Heidegger est le philosophe qui décrit l'existence humaine, hein, l'existant humain, comme, dit-il, cet être pour lequel il y va en son être de l'être même, de son être même plutôt. Cet être pour lequel il y va en son être, de son être même. C'est parmi tous les êtres, l'être pour lequel sa propre existence est une question, hein, pour lequel exister est une question. Et ça, selon Heidegger, ça nous caractérise comme être humain. Et donc, il est souci, inquiétude. Hein, je suis cette question, je suis ce souci, cette inquiétude. Et eh bien, alors que, justement, se tenir dans ce souci, cette inquiétude, pour Heidegger, c'est ce qui caractérise une existence humaine authentique. Il faut savoir se tenir à ce niveau-là. Eh bien, pour Lévinas, si l'opérateur de la débâcle est efficace, il nous a révélé ce qu'était l'être. Donc, être cet être pour lequel il y va en son être, de son être même ou de l'être même. Être l'être qui est pris, si vous voulez, dans la boucle de la question, mais qu'est-ce que c'est qu'être ou exister? C'est absolument insuffisant. Ça a même statut que faire partie de ces gens encombrés sur les routes. Là où la pensée de Heidegger se présente comme la pensée qui sait se dégager de ce qui est inauthentique pour nous présenter ce qu'est une existence résolue et qui est authentiquement humaine, eh bien, pour Lévinas, rester dans la question de l'être, c'est rester piégé dans l'insensé et les fantômes. Ce qui, évidemment,
est complètement scandaleux pour les gens qui lisent Heidegger de l'intérieur et qui adhèrent aux descriptions de Heidegger. Mais bon, c'est la grande critique de Lévinas. Mais je ferme cette parenthèse. Enfin, avant de la fermer, je veux quand même dire que cette existence... Oui, je ferais mieux de fermer la parenthèse, en fait. Non, je vais fermer la parenthèse. S'il y a des gens qui veulent qu'on en reparle dans la discussion, on reparlera du rapport de Lévinas à Heidegger. Au fond, pour recentrer sur vraiment le geste de Lévinas lui-même, vous voyez que la débâcle, comme opérateur philosophique, ça nous montre ce que c'est vraiment que l'être ou l'existence. Et l'être ou l'existence laissée à elle-même dans sa nudité, c'est indéterminé, fantomal et insensé. Et l'intérêt, c'est qu'il faut, si je puis dire, avoir bu la coupe jusqu'à la lie. Il faut aller jusqu'au fond, jusqu'au bout de cette expérience. Et est-ce que des situations limites et traumatiques comme la situation de la débâcle ont comme mérite, voilà, le mérite de ces situations-là, c'est effectivement de produire un traumatisme inouï, mais enfin du coup de déchirer tous les voiles d'illusion par lesquels nous recouvrons ce que, d'ailleurs légitimement en un sens, pour vivre, nous ne pouvons pas affronter absolument et toujours. Hein, je veux dire, on ne peut pas vivre auprès de l'insensé et de l'indétermination de l'existence en permanence. En un sens, il est bien légitime qu'il y ait de la culture, qu'il y ait des institutions, et heureusement. Mais le risque, c'est d'oublier ce qu'il y a dessous, et qui est la réalité de l'existence. Si je reprends les choses depuis le point de vue de la question de la guerre, je vous dirais que la chose suivante, c'est qu'il y a des descriptions de Lévinas, celles que j'ai commencé par évoquer, lorsque Lévinas explique que le réel, c'est la guerre, hein, que l'expérience du réel dans sa nudité, c'est la guerre. Alors, ces descriptions-là, qu'est-ce qu'elles veulent dire, hein? J'avais juste fait résonner quelques phrases de Lévinas au début de cette intervention. Mais qu'est-ce qu'elles veulent dire? Lévinas, au fond, dit que dès lors que j'existe, dès lors que j'occupe une place, qu'exister, c'est toujours occuper une place. Moi, voilà, je suis là. Bon, vous êtes devant moi. On est quelque part. Dès lors qu'on existe et qu'on occupe une place, on occupe une place qu'un autre aurait pu occuper. La place qu'on occupe, on la refuse ou on la prend à un autre. Et l'espace lui-même, l'espace, hein, le fait que nous soyons dans l'espace, que nous existions comme des êtres spatiaux, hein, on existe aussi comme des êtres temporels, mais vous êtes les uns à côté des autres. Être à côté, ça montre bien que, eh bien, comme milieu de juxtaposition, on est aux frontières, on a des frontières. Et on a des frontières où il y a nécessairement du frottement. Occuper une place, c'est occuper une place qu'un autre aurait pu occuper. Et c'est pourquoi l'allergie est ce qui prévaut entre les êtres vivants. Un être vivant, alors tout être en général, mais spécialement un être vivant, et encore plus spécialement un vivant humain, vous avez sans doute entendu parler de cette idée qu'on réfère la plupart du temps à Spinoza, c'est un conatus. Vivre, c'est persévérer dans sa vie, c'est persévérer dans l'être, c'est continuer à vivre. Si je suis un être qui est tel qu'il n'est que et d'abord la préoccupation de continuer en lui-même, mon rapport à l'autre, c'est au mieux un rapport d'indifférence.
Soit les autres ne me gênent pas et c'est tant mieux, soit ils me gênent. Bon. Et s'ils sont sur ma route, je les écarte. Et si on est en situation concurrentielle, il suffit de prendre le métro quand il est bondé, il suffit... voilà. Être, c'est occuper une place, et occuper une place, c'est être dans un rapport allergique aux autres. Et c'est pourquoi l'être, c'est la guerre. Pour tout être, c'est la guerre. Soit les choses, je les ramène à moi et je les fais miennes, soit elles me gênent. Et autrui, d'un certain point de vue, de ce point de vue-là, d'ailleurs, n'est pas plus qu'une chose. Soit il me gêne, soit il peut m'être utile à quelque chose. Et tout ça, il faut le référer au fait de l'existence. Ça ne vient pas en plus. Exister, c'est déjà être dans une telle situation. Et il y a une pensée de Pascal que Lévinas aime beaucoup commenter. C'est là ma place au soleil, voilà le commencement et l'image de l'usurpation de toute la terre. Juste exister au soleil, c'est le commencement de l'usurpation de toute la terre. C'est ça la vérité. Et ça ne peut pas être autrement, c'est l'existence même. Bon. Donc, ça pourrait se déployer de plein d'autres manières, mais je me contente de le dire de cette manière ici. Voilà pourquoi l'être, c'est la guerre, être, c'est la guerre. Bon. Mais maintenant, cette description-là, à la lueur de la débâcle, on peut, si je puis dire, l'approfondir. Et tout à l'heure, je disais, il faut boire la coupe jusqu'à la lie. Une fois qu'on a compris, qu'on a déchiré les voiles et qu'on voit que être, c'est la guerre, eh bien, être, c'est la guerre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, la vérité de ces êtres, de ces conatus, là, de ces êtres qui veulent persévérer dans leur être, qui veulent vivre et continuer à vivre, et qui ne sont que préoccupés par ce mouvement de continuer à être ce qu'ils sont, ces êtres que nous sommes. Bon. Eh bien, leur vérité, c'est ce que la débâcle a mis au jour, c'est-à-dire c'est absurde et en fait fantomatique. Ces êtres qui pensent consister dans leur effort d'être, en fait, ils ne sont que des fantômes. Parce qu'au bout du compte, ça retourne vers le fantôme. Parce qu'au bout du compte, la vérité du conatus, de la persévérance, de l'effort d'être soi, c'est cet effondrement. Parce que ça mènera vers cet effondrement, nécessairement, puisque c'est la guerre. Et la guerre, ça induit l'effondrement et la débâcle. Bon, alors vous allez me dire que c'est une... Je ne sais pas comment vous aviez entendu parler de Lévinas, mais là, je vous le présente sous un jour très sombre. Mais, au fond, l'intérêt même du geste de Lévinas, c'est celui-ci. C'est l'idée qu'il ne faut pas biaiser avec la vérité de la réalité de l'existence, en particulier de l'existence humaine. Il faut aller jusqu'au bout. Et que c'est quand toutes les issues semblent fermées, quand on a abouti à cette description-là de l'existence, qu'alors et alors seulement, s'il y a quelque chose comme une évasion de cette existence-là, de cette manière d'exister, alors la voie de l'évasion peut être aperçue. On ne l'apercevra jamais avant. Ce que ça veut dire, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est dans la signification culturelle, que c'est dans les jeux d'institutions que l'ouverture vraiment peut avoir lieu. Et que ce serait se tromper que de croire qu'on résoudra, par exemple, cette violence et cette guerre initiale par le jeu, par exemple, juridico-politique. Ça ne peut pas se traiter à ce niveau-là, selon Lévinas en tout cas. C'est fort discutable, on pourra en discuter, mais bon. Inversement, ce n'est que parce que résonne quelque chose qui n'est pas de ce niveau-là, qui n'est pas de l'être, qui n'appartient pas à l'être dans toutes ses dimensions,
l'existence, les significations culturelles, les dispositifs institutionnels. La sortie, c'est pas par là. Voilà. La sortie, c'est pas par là. Parce que la vérité de ça, de l'être, c'est que c'est insensé et absurde. Donc il ne faut pas chercher la sortie par ici. Et que s'il y a un peu de signification vraie qui habite le monde de la culture, qui habite le monde du politique et des institutions, cette signification vient de beaucoup plus loin. Elle vient de beaucoup plus loin. Et je regarde le temps, et vous allez me dire, mais d'où vient-elle? Alors, il y aurait plusieurs manières de présenter la chose. Je vais procéder de la manière suivante. Revenir vers la petite histoire, vers l'image, la débâcle. Et je vais vous lire quelques mots de Lévinas. À nouveau, là aussi, au niveau de la petite histoire, mais petite histoire intéressante. Lévinas écrit, au milieu donc de la débâcle, un coiffeur à moitié ivre invitait les soldats qui passaient sur la route, les petits gars comme il les appelait, dans un langage patriotique, planant au-dessus des eaux ou surnageant dans le chaos, à venir se faire raser gratuitement dans son échoppe. Voilà, alors je vous présente une petite chose, une petite historiette. C'est la débâcle. Et qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un, une personne, qui, alors que tout le monde part sur les routes, reste. Alors, tout serait à commenter, mais chaque mot est à commenter. À moitié ivre, un coiffeur à moitié ivre. L'ivresse, en fait, c'est une des connotations, aussi bien d'ailleurs dans la philosophie grecque que dans la Bible, de l'inspiration. Hein. Bon. Un coiffeur à moitié ivre, qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Et que fait-il? Une toute petite chose. Il prend, mais qui n'est pas n'importe laquelle, il prend soin des autres. Voilà, les soldats harassés et vaincus qui se débandent, bon. Il les invite, il va les raser, mais c'est prendre soin des autres. Et gratuitement. Alors, vous savez, ironiquement, vous connaissez l'expression, on rase gratis, pour dire, ironiquement, on rase jamais gratis. Hein, c'est dire, ah oui, on rase gratis, ça veut dire c'est une entourloupe, parce que dans la rationalité de l'être, on ne rase jamais gratis. Hein. Quand on décrit les choses dans ce que j'ai appelé le plan de l'être, c'est aussi le plan de la rationalité économique. C'est le plan de la rationalité, c'est aussi la rationalité économique. La manière dont on négocie les conatus qui se soucient que d'eux-mêmes entre eux, ils ne rasent pas gratis. Hein. Ils rationalisent leur intérêt. Ben voilà quelqu'un qui rase gratis au milieu de la débâcle. Bon, c'est-à-dire au milieu de l'effondrement. Et je ne commenterai pas plus que cela, il dit aussi le temps arrivait à sa fin avec la fin ou avec l'intérim de la France. L'intérim de la France, c'est la France comme institution, la France comme grand État-nation, doué d'une signification, doué d'une souveraineté, doué d'une légitimité, doué de l'armée qui est passée pour la plus puissante du monde. Tout ça, boum, rien, plus rien. Bon. Eh bien, que se passe-t-il dans l'intérim de la France? Il y a un type à moitié ivre qui rase les soldats en déroute. Et c'est le temps qui arrive à sa fin. C'est la fin d'un certain type de temporalité. C'est la fin d'un temps rationnel. Il y a un événement, une rupture, et qui est insensé. Si vous voulez, c'est un autre type d'absurdité. Je parlais tout à l'heure de l'absurdité de cette indétermination, on n'a plus aucune orientation. Là, c'est pas l'absurde, en fait, c'est l'incalculable. Ça ne se calcule pas. C'est quelque chose qui ne ressortit pas du calcul. Bon. D'un certain point de vue, on peut dire, alors
avec beaucoup de précautions parce qu'il ne faut pas se payer de mots, mais d'un certain point de vue, on peut dire l'impossible a lieu. Impossible, pas au sens logique, évidemment, ce n'est pas un impossible logique. C'est ce qui ne relève pas de la rationalité, de la cohérence des possibles. Bon. Et c'est ça qui, pour Lévinas, est la source du sens et de la signification. S'il y a du sens ou de la signification parmi nous, on se trompe quand on croit l'identifier, par exemple, comme l'ensemble des significations culturelles que nous pouvons partager. On se trompe quand on croit que ce sont les philosophes qui décrivent le logos qui organise toutes choses. On se trompe quand on croit que garantir le sens revient aux institutions de justice. On se trompe à moitié. Bien sûr, c'est du sens, mais ce n'est qu'une certaine forme de sens. Et c'est un sens extrêmement faible, puisque sa vérité, c'est celle qui a été montrée par la débâcle. Donc, la source de la signification, vraiment, c'est... Alors là, voilà, ça, un terme de Lévinas, c'est le pour autrui. Vous voyez qu'à un certain niveau de description, tout se renverse. Je vous ai dit, la radicalité de la description de Lévinas, c'est de nous montrer l'existence humaine pour ce qu'elle est. Et disons, à un certain niveau, elle n'est pas jolie au sens où, voilà, ce sont ces conatus préoccupés uniquement d'eux-mêmes qui sont toujours tout près des fantômes et de l'absurdité, parce que la débâcle, elle est toujours pas loin. Mais justement, il faut avoir la lucidité de se rendre compte que l'existence laissée à elle-même, c'est ça, c'est cette insensée fantomatique, pour comprendre que si, je vais le dire comme ça, que si quelque chose peut nous sauver de ça, peut être une véritable évasion en dehors de ça, ça ne lui appartient pas. En un sens, ça vient d'ailleurs, c'est quelque chose d'ailleurs. Mais cet ailleurs, où est-ce qu'il est ? Il est nulle part, il n'est précisément nulle part ailleurs que dans le tout petit de l'acte jamais programmable, jamais certain, c'est jamais certain que ça arrive. Alors, on ne peut pas être certain d'avance que quelqu'un va être capable d'une action toute petite, gratuite, désintéressée. Mais que s'il n'y a pas ça, ou s'il n'y avait pas ça, nous n'aurions aucun rapport à un monde humain qui est doté de signification. Mais pour pouvoir le voir vraiment, il faut avoir été jusqu'au fond de la vision la plus pessimiste. Et ce retournement du pessimisme en une forme d'optimisme, si vous voulez, en tous les cas, l'idée que ce n'est pas le dernier mot ou le fin mot, les fantômes absurdes. Néanmoins, lui appartient intrinsèquement cette caractéristique qu'il n'est en rien garanti, qu'il n'est en rien calculable, qu'on ne peut pas le projeter, le manigancer. Ça arrive ou ça n'arrive pas. Et c'est ça l'éthique. On dit Lévinas, c'est le penseur de l'éthique. C'est juste, est-ce qu'il y a quelque chose comme une expérience de ce type-là ? Est-ce qu'on peut attester quelquefois qu'une expérience de ce type-là peut se produire ? Ça ne veut pas dire que tout le monde est tenu du début à la fin de sa vie à agir de manière comme un saint. La sainteté, elle n'est pas... Puisque précisément, la lucidité, c'est de savoir que, de fait, dans nos existences, nous sommes le contraire. Donc, si ça arrive, ça ne peut qu'arriver que de manière non programmée et de manière extrêmement faible, dans le petit. Bon. Mais, alors, oui, quelque chose comme le rapport éthique à l'autre est attesté et il est découvert
comme étant la source même de toute signifiance dans un monde humain. Et voilà, je n'ai pas dit le quart de ce que j'aurais pu avoir à dire, mais ça n'a aucune forme d'importance. Je vais juste conclure, pour ne pas rester trop longtemps et qu'il puisse y avoir une discussion, par un autre énoncé de Lévinas qui est « le Messie, c'est moi ». C'est très curieux comme énoncé, « le Messie, c'est moi ». Mais il faut bien entendre que ce n'est pas du tout une formule d'orgueil ou de rengorgement. Il ne s'agit pas de dire « c'est moi le Messie, je vais sauver le monde ». Ça, c'est la figure la plus dangereuse possible du messianisme. C'est les gens qui se présentent comme « je suis celui qui va sauver le monde ». Et quand on prétend prendre la tête précisément d'armée en tant que Messie, c'est-à-dire en disant « suivez-moi, je vais sauver le monde ». Ça, c'est la figure la plus catastrophique du messianisme. Non, le Messie, c'est moi, ça veut dire chacun d'entre nous peut être le Messie. Mais être le Messie, c'est quoi? C'est juste être le coiffeur, juste une fois, comme ça, de manière toute petite, témoigner que précisément nous ne sommes pas que des existants uniquement préoccupés d'eux-mêmes. Alors voilà pourquoi je pense que oui, ce moment-là, ce moment de la débâcle, c'est un véritable opérateur philosophique et que toute la pensée de Lévinas peut se lire autour de cet opérateur. Parce que la débâcle, c'est cet opérateur de vérité qui nous fait voir ce qu'est en son fond l'existence dès lors qu'elle est laissée à elle-même et qu'elle n'est qu'elle-même. Ce que c'est que être dès lors qu'on croit que l'être est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il est la totalité, qu'il n'y a rien en dehors de lui. Parce que s'il y a du sens, ça vient d'une rupture, et cette rupture, elle n'est pas je ne sais où, elle n'est nulle part ailleurs que dans le plus concret de la plus petite des actions qui relèvent du pour autrui. Et c'est ça l'éthique de Lévinas. Et donc, et elle aura supposé, pour ainsi dire, la traversée de la plus terrible des lucidités, celle de la débâcle, de l'effondrement, qui nous révèle que l'être, c'est la guerre, et que sous la guerre, il y a l'insensé et l'indétermination de vie fantomatique. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté tout ça.